le rire et les rieurs dans les caractères de La Bruyère. Je partirai d'un étonnant constat. Si les occurrences du lexique du rire sont nombreuses dans les caractères, une cinquantaine, une seule et brève remarque lui est consacrée directement, et surtout, on ne trouve aucune suite de remarques le concernant, à la différence de bien d'autres notions, objets ou phénomènes, comme la coquetterie, le jeu, la jeunesse, la critique, l'héritage, la prédication. Alors que de l'Éthique à Nicomaque d'Aristote à son commentaire par saint Thomas d'Aquin, de Rabelais à Hobbes, de Laurent Joubert à Cureau de la Chambre, de Cramail à Bossuet, de Nicole à Morvan de Bellegarde, penseurs, médecins, théologiens, moralistes ont multiplié les tentatives de définition ou de description du rire ou des rires, rien de tel chez La Bruyère, comme si le rire pour lui n'avait ni une essentialité assignable, ni même une existence fixable, catégorisable, reconnaissable. Inattendu, instantané, éphémère, changeant, irrationnel, il est insaisissable en lui-même et n'est perceptible qu'à travers des avatars divers, de l'éclat à la sourdine, et selon des points de vue variables et opposés, ceux du rieur, de sa cible, de son destinataire, de son public. Chez La Bruyère, il ne désigne pas un tempérament ou même une attitude, mais un phénomène survenant dans un lieu à un moment, dans une situation donnée. C'est donc un acte particulier, et ce qui compte, ce n'est pas tant l'acte lui-même que ce qui le produit et ce qu'il produit. Mais à la différence des essais qui tenteront de proposer des modèles explicatifs de cet acte, à valeur universelle, en faisant comme Aristote le produit de la perception d'une laideur morale ou physique, comme Baudelaire le produit du sentiment de sa propre supériorité, comme Bergson le produit d'un choc entre l'humain et l'automate, comme Freud le produit d'un conflit entre le visible et le refoulé, comme Emlina le produit de l'écart entre l'anomalie et la norme, ou comme Sibony le produit d'un choc entre deux niveaux d'être ou de pensée, La Bruyère n'a pas pour devoir de définir ou d'expliquer. Il peut se contenter de peindre, ou plutôt, dans le cas du rire, de mettre en scène, de raconter, faisant du rire non un objet de savoir, mais un moyen de connaissance, un révélateur d'autre chose. C'est pourquoi, après avoir isolé quelques-unes des rares remarques qui inscrivent le rire plus traditionnellement dans une anthropologie morale classique, je me concentrerai sur la dramaturgie des cas les plus saillants ou les plus fréquents, individuels ou collectifs, qui relèvent, eux, bien plus d'une sociologie critique, pour laquelle la mention du rire n'est souvent qu'un moyen d'attirer le regard sur ce qu'il révèle des relations interpersonnelles, privées ou publiques. La Bruyère, dans les quelques rares remarques à portée générale qu'il lui consacre, envisage le rire dans deux optiques différentes et nullement complémentaires. L'une philosophique et religieuse chrétienne, l'autre éthique et esthétique galante, sans jamais vraiment les confondre, puisque s'il condamne les agélastes, il ne verse jamais, selon moi, dans une confusion entre esprit eutrapélique salésien et badinage mondain, tel que la suggère Dominique Bertrand. Dans l'unique remarque qu'il consacre intégralement au rire, du cœur 63, La Bruyère, sans évoquer l'idée que le rire puisse être le propre de l'homme, paraît en faire une composante positive nécessaire à l'existence humaine. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Il me semble pourtant que l'accent mis sur les manques et les pertes possibles, voire probables, ouvre plus ici, dans cette remarque, sur un sentiment de déréliction que sur une invitation au carpe diem. En témoigne d'ailleurs la remarque 37 du chapitre de l'homme: l'inquiétude, la crainte, l'abattement n'éloignent pas la mort, au contraire. Je doute seulement que le ri excessif convienne aux hommes qui sont mortels. En effet, La Bruyère n'envisage pas les choses du même point de vue que ce Rabelais incompréhensible, c'est un terme de La Bruyère, qu'il condamne dans sa remarque 43 du chapitre des ouvrages de l'esprit. Mais il l'envisage en fonction de la condition pécheresse de l'homme post-lapsaire,
comme le montrent les démonstrations du chapitre des esprits forts et les condamnations des attitudes des libertins agonisants. Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place. Si elle roule sur certains chapitres, elle est funeste. Le rire joue dans ce domaine un rôle de marqueur satanique. Il emblématise l'attitude provocatrice de certains esprits forts, telle qu'elle fut prêtée à Vanini, Théophile de Viau, Lamotte Levaillet, Cyrano, comme Bruno Roche a pu l'établir. Ou bien l'aveuglement de ce Lucile qui rit des questionnements par lesquels le moraliste chrétien, à la suite de Pascal, démontre la propension à l'erreur de la raison humaine. Le chapitre de la chair, dans le même esprit, porte condamnation des prédicateurs bouffons, tels le petit père André, ou même de ceux qui tentent de plaire au peuple dans un sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures réitérées, des traits brillants et de vives descriptions, ornements étrangers, indignes de l'Évangile. Ce qui n'exclut nullement, mais sur un plan éthique ou esthétique, et dans un contexte mondain particulier, la légitimation d'une forme de rire léger, de badinage discret, qui semble être l'héritier des formes anciennes mythiques ou allégoriques. Mais même dans ce cas, l'inflexion satirique n'est pas loin. Il en va ainsi de la trop riante fortune qui engendre infailliblement une mollesse qui corrompt les qualités originelles d'hommes pieux, sages et savants dans leur jeunesse. Ou même de cette vie que la même fortune donne, destinée à couler dans les ris, le plaisir et l'abondance aux grands à leur naissance, et que ceux-ci, en quête de gloire, hasardent dans les combats. D'ailleurs, l'aimable expression antique est retournée dans une autre remarque du même chapitre, où pour échapper au riz amer d'un grand en place, à qui il serait allé demander une faveur, le jeu mis en scène par la Bruyère ne lui fait aucune prière et s'en tient à l'écart. En ce qui concerne les rires eux-mêmes, seuls sont considérés comme innocents ceux qui, conformes aux critères d'Aristote, innocuité, de Bergson, mécanique plaquée sur du vivant, d'Emlina, écart par rapport à une norme, sont provoqués par un incident comique imprévu. Il en va ainsi des rires déclenchés par les distractions de Ménalque. Il entre à l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Tous les courtisans regardent et rient. Ménalque regarde aussi et rit plus que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée. Où est celui qui montre ses oreilles? Il en va de même du rire de la femme chez qui il était en visite et qui l'invite à dîner comme s'il était chez lui, ou de son propre rire lorsqu'il aperçoit qu'il a rangé dans son armoire son chien à la place de sa cassette. Il en va peut-être de même des rires déclenchés par le comportement de Mops, un imbécile lunaire qui ne se rend jamais compte où il est. On l'ôte d'une place destinée à un ministre, il s'assied à celle du duc et père. Il est là précisément celui dont la multitude rit et qui seul est grave et ne rit point. Son inconscience, il n'a pas non plus que le sceau de quoi rougir, rend innocent un rire collectif sans malveillance, loin des huées entendues à la cour par un Saint-Simon qui n'aurait peut-être pas vu d'un même œil de telles confusions protocolaires. Ces exemples de rire innocent sont quasiment uniques dans les caractères, ou même le rire de divertissement, celui de l'amuseur, du bouffon, est mis en scène de manière grinçante. Dans le cas de Troïl, parasite devenu le maître de son maître, qui, dans un jeu de mise en abîme paradoxal, chasse le bouffon chargé de divertir ce dernier, car il ne le divertit pas lui-même. On voit qu'un parasite ne le fait pas rire. Il peut lui déplaire, il est congédié. Une autre forme de rire semble cependant autorisée. Elle est présentée dans le chapitre du mérite personnel comme l'apanage de la véritable grandeur, libre, douce, familière, populaire, qui rit, joue et badine, mais avec dignité, condition restrictive qui en montre la rareté. En effet, c'est bien plutôt son envers qui est mis en scène
dans la remarque 89 du chapitre de l'homme, où cette fine gaieté est en quelque sorte présentée in absentia à travers le portrait d'un homme médiocre et sérieux qui en est dépourvu. Il ne rit point, il ne badine jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle. Le jeu énonciateur du chapitre des ouvrages de l'esprit s'autorise un tel rire pour se moquer des auteurs nécopistes. Je rirais d'un homme qui voudrait sérieusement parler mon ton de voix ou me ressembler de visage. Mais ce rire est implicitement légitimé par une justification morale, la sanction d'une prétention ridicule. La fine raillerie galante doit en effet toujours, pour La Bruyère, s'inscrire dans une logique réformatrice des mœurs, comme en atteste la fin de la remarque 68 du même chapitre, le ridicule qui est quelque part, il faut l'y voir, l'en tirer avec grâce et d'une manière qui plaise et qui instruise. On s'apercevra en effet, en étudiant maintenant quelques exemples de rires individuels ou collectifs, que c'est bien loin d'être souvent le cas, la raillerie méprisante l'emportant de loin. En ce qui concerne les rires individuels, un cas ne relève pas de cette logique discriminante, celui de Ruffin, que son tempérament jovial amène à rire en permanence. Il rit de tout son cœur, et il rit tout seul et sans sujet, quelles que soient les circonstances, même au moment du décès de son fils, ou lorsqu'il raconte les mêmes colibés et historiettes stupides pour la énième fois aux mêmes personnes que cela n'amuse pas. Un second cas, dédoublé en deux personnages différemment genrés, peut être mentionné comme échappant à la loi générale de rire de prise de supériorité sur autrui, même si leur narcissisme, outré, présuppose ce sentiment. C'est le cas d'Argire, coquette, qui rit des choses plaisantes ou sérieuses pour faire voir de belles dents, et celui d'Iphis, un mignon efféminé, qui, lui, a soin de rire pour montrer ses dents. La Bruyère multiplie sinon les remarques négatives concernant ce qu'il appelle la raillerie froide des mauvais plaisants. Il s'agit, dit-il, d'un mal inévitable et partout répandu, producteur d'un rire blessant, dénigrant, calomniant. L'on marche sur les mauvais plaisants et il pleut par tout pays de cette sorte d'insectes. Et même si dans de telles situations, il n'est pas ordinaire que celui qui fasse rire se fasse estimer, ces mauvais plaisants ne cesseront jamais, tant la raillerie, l'insulte, l'injure leur découlent des lèvres comme la salive. Et d'ailleurs, ce rire de prétendue supériorité, puisqu'il est la simple résultante d'un orgueil mal placé, n'a même pas besoin d'un auditoire pour se valider. Ainsi, pour Théocrine, auteur médiocre, infatué de lui-même, il semble toujours rire en lui-même de ceux qu'il croit ne le valoir pas. Il est pourtant un type de rire moins méchant, mais encore plus ridicule, car marquant une disconvenance morale ou un dysfonctionnement social que La Bruyère met en scène théâtralement dans sa dimension physique la plus scandaleusement sonore pour en dramatiser la chute. C'est celui des personnages qui, contents d'eux-mêmes et désireux de faire partager cette satisfaction, éclatent publiquement. Tel Drance, qui, voulant donner le sentiment qu'il est un favori dominant son maître, alors qu'il n'est qu'un fat s'illusionnant, va rire jusqu'à s'éclater en sa présence. L'outrance sonore soulignant une outrageuse usurpation sociale tout en dégonflant sa fallacieuse apparence. L'éclat, qui en soi pourrait être un outil de domination, une force expressive assurant le succès et valorisant celui qui en a la puissance, fonctionne chez La Bruyère à contrario, révélant en plus de l'incivilité et du manque de discrétion de son auteur, une bêtise à la mesure de ce grand vacarme, comme dans le cas d'Arias, le prétendu homme universel, qui se targue d'avoir voyagé dans des régions lointaines qu'il n'a jamais visitées. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes
et il en rit le premier jusqu'à s'éclater, avant que son imposture ne soit finalement démasquée. Le rire tonitruant devient ainsi un double indicateur de rustrerie extérieure et de vacuité intérieure, comme dans le cas de Théodecte. Dans la longue remarque 12 du chapitre de la société et de la conversation, qui le met en scène, La Bruyère joue des modes d'énonciation pour faire enregistrer ses éclats, d'abord par lui-même, transformé en spectateur par une narration à la première personne, puis par la foule qui en subit la désagréable démesure, et ceci grâce à une gradation dans les registres de la voix. J'entends Théodecte de l'antichambre. Il grossit sa voix à mesure qu'il s'approche. Le voilà entré, il rit, il crie, il éclate. C'est-à-dire il parle très fort. Mais c'est bien le rire qui est le déclencheur de ce grand guignolesque crescendo. On bouge ses oreilles, c'est un tonnerre. On s'attendrait alors, comme dans les cas de Drance et d'Arias, à un dégonflement de la baudruche. Mais il n'en est rien, puisque Théodecte, même lorsqu'il raille et offense celui qui perd au jeu, est applaudi. Les rieurs sont pour lui, sauf le seul jeu, personnage et moraliste à la fois, qui s'enfuit, incapable de souffrir plus longtemps, Théodecte et ceux qui le souffrent. En effet, dans la société réelle, le rire, loin d'être lié à des jugements de valeur personnelle, s'inscrit dans un jeu social que la longue remarque 4 du chapitre de la ville détaille satiriquement. La Bruyère y montre comment fonctionne, au cœur de la civilité salonnière, un rire incivil, impitoyable outil de discrimination et d'exclusion. Il décrit d'abord la division de la ville en petites sociétés qui ont leurs lois, leurs usages, leur jargon et leurs mots pour rire. Il détaille ensuite les pratiques ostracisantes qui écartent l'homme du monde d'un meilleur esprit que le hasard a porté au milieu d'eux, lequel ne comprend pas ce que signifie le comportement irrationnel de ce peuple qui cause, bourdonne, parle à l'oreille, éclate de rire et qui retombe ensuite dans un morne silence, ou qui ne s'extasie pas devant le mauvais plaisant qui domine et qui est comme le héros de la société et qui fait toujours rire avant d'avoir parlé. La Bruyère, dans cette remarque, mentionne enfin, comble d'intolérance à une époque où la galanterie prédomine, une femme rejetée, car la bande joyeuse ne peut comprendre qu'elle ne sache point rire des choses qu'elle n'entend point et paraissent insensibles à des fadaises qu'ils n'entendent eux-mêmes que parce qu'ils les ont faites. Ainsi, les rieurs sont-ils très souvent condamnés par un moraliste que l'égaiement ne réjouit pas pour lui-même et qui s'attache à en dénoncer les causes indignes et les conséquences absurdes, comme en atteste la remarque 56 du chapitre de la société et de la conversation. Rire des gens d'esprit, c'est le privilège des sots. Ils sont dans le monde ce que les fous sont à la cour, je veux dire sans conséquence. En effet, et je terminerai sur cet aspect essentiel, pour La Bruyère, le rire est avant tout un outil de domination inique lié à un sentiment de supériorité, souvent d'autant plus fort qu'il est mal fondé. Les grands cultivent, comme une plante vénéneuse, ce type de rire dégradant. Ils ne peuvent cacher leur malignité. Leur extrême pente à rire aux dépens d'autrui et à jeter un ridicule, souvent où il ne peut y en avoir. Le mal semble d'ailleurs s'étendre à toute la cour, où le rire fonctionne comme un marqueur d'exclusion, où il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage d'un homme est un titre pour en rire et le mépriser. Mais il va bien au-delà encore et traverse toutes les couches de la société, chacun pouvant se sentir investi à un moment quelconque d'une supériorité sur autrui, par glissement du champ social au champ moral, mais le principe de domination reste le même. La remarque 54 du chapitre des jugements le montre magnifiquement sur un plan individuel. Pendant qu'on ne fait que rire de l'important, il n'a pas un autre nom.
Dès qu'on s'en plaint, c'est l'arrogant. Comme sur un plan collectif, dans la remarque 11 du chapitre de la ville, où les parvenus, par leur faste ridicule, excitent les traits de la raillerie de toute une ville qu'ils croient éblouir et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi. On ne peut, et le pessimisme de La Bruyère ne le permettrait pas, pourtant pas tenter de sauver ce rire contempteur en lui assignant une véritable fonction éthique correctrice, car ses retombées sont très souvent négatives, comme le montrent les exemples de l'offensant Théodecte, dont on a vu qu'il avait les rieurs pour lui, ou celui de l'usurpateur de dignité, inventeur de fausses généalogies et possesseur de châteaux imaginaires dont certains riront. Il les laissera rire et dira toujours qu'il marche après la maison régnante, et à force de le dire, il sera cru. Une autre remarque du chapitre des biens de fortune, dans un autre registre, dit clairement la même chose. Un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort sot et fort riche en ridicule. Les rieurs sont de son côté. Je conclus. Psychologiquement et sociologiquement proche de la définition qu'en donnait Hobbes dans son traité de la nature humaine, la passion du rire est un mouvement subi de vanité produit par une conception soudaine de quelque avantage personnel comparé à une faiblesse que nous remarquons actuellement dans les autres ou que nous avions auparavant. Le rire, pour le moraliste chrétien, traduit et trahit plus souvent une indignité personnelle ou une iniquité publique qu'une joie innocente. Et si le temps imparti à cette communication m'en avait laissé le loisir, il m'aurait été sans doute possible de renforcer cette conclusion avec l'étude d'éléments connexes, la satire, le comique, le ridicule, etc., jusqu'à pouvoir rapprocher l'image du rire que donne La Bruyère de celle proposée par Baudelaire dans De l'essence du rire. Le rire vient de l'idée de sa propre supériorité, idée satanique s'il en fut jamais, orgueil et aberration. C'est triste à dire, mais le rire dans les caractères de La Bruyère, c'est du sérieux, et ce n'est pas gai. Et pourtant, les gags dont Ménalque est le protagoniste nous font éclater de rire. Les dégonflements comiques des vaniteux Arias ou Théodecte nous amusent. Les insinuations satiriques moquant les parvenus ou les nouvellistes nous font sourire. C'est qu'il y a chez La Bruyère une économie paradoxale de l'écriture qui fait que ce qui choque le penseur moraliste, le rire destructeur, sert l'écrivain moraliste dans sa dénonciation des travers de l'humanité. Et autre paradoxe, contribue profondément au succès pérenne des caractères, ce qui est assez drôle quand même. Je vous remercie.